Comment investir quand on est dans la vingtaine? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si vous avez plus de 20 ans, eh bien, vous pouvez rester. Je suis même content que vous soyez là. Dites-moi dans les commentaires si vous avez la ref. Aujourd'hui, on va se faire un format que je réserve habituellement aux abonnés de la page Patreon, puisqu'on va discuter du portefeuille d'un abonné à la page Patreon. Donc, on va voir ce qu'il nous dit. On va voir la composition de son portefeuille et on va en discuter. Je vais pas lui donner des conseils, mais je vais partager mon expérience avec lui. Mon expérience, vous la connaissez pour que vous puissiez comprendre que voilà, j'ai pas une énorme expérience. J'ai commencé à investir il y a 5 ans. Ce qui est intéressant dans mon expérience, c'est que j'ai commencé à investir dans un contexte particulier juste avant le gros crash du Covid. Et je peux vous dire que là, on l'a senti passer. Hein. C'est pas comme les petites baisses que vous avez eues récemment. Là, pendant le Covid, il y avait des journées où ça faisait -4. Et en plus, commencer à investir dans ce contexte-là, c'était un petit peu inquiétant parce que dans ma famille, dans mon environnement proche, personne n'investit et donc j'avais l'impression de faire n'importe quoi. Vous mettez 50 balles dans un ETF, le lendemain votre ETF il coûte 45, vous dites mais qu'est-ce que c'est que ça en fait? Je fais absolument n'importe quoi et vous avez tout le discours ambiant qui revient, il ne faut pas investir, c'est pour les professionnels, etc. Donc c'était difficile, j'ai passé la période du Covid, ce qui m'a beaucoup aidé c'est que j'ai consommé beaucoup de contenu comme celui que vous êtes en train de regarder, c'est pour ça que je fais des vidéos finance. C'est pour ça que j'ai eu envie d'avoir cette dimension sur cette chaîne, c'est pour qu'un maximum de gens ne se sentent pas tout seuls lorsqu'ils investissent. Je me suis également mangé la guerre en Ukraine, c'est un autre truc qui est assez désagréable ça quand on investit. Le Covid ça fait peur parce que c'était nouveau et puis on ne sait pas combien de temps ça va durer, on attendait le vaccin pour la réouverture de l'économie, etc. Donc c'était assez difficile comme perspective et puis guerre en Ukraine, là, grosse peur d'apocalypse nucléaire en Europe, etc. Donc la baisse de la guerre en Ukraine, c'était également un moment qui était assez difficile. Donc ça, vous pouvez le mettre dans mon expérience, une expérience de 5 ans avec 2 crises qui étaient quand même assez sérieuses, que j'ai traversées sans faire n'importe quoi. Ici, c'est un portefeuille d'ETF, et sinon, dans mon expérience, j'ai un petit peu d'expérience de stock picking, parce que je construis un portefeuille dont je documente les achats et les ventes sur la page Patreon. Donc vous voyez, la ligne en vert, c'est la performance de ce portefeuille, la ligne en bleu c'est la performance du Nasdaq, donc ça veut dire que mes choix de stock picking ne sont pas délirants et ce que je fais avec ce stock picking c'est que je regarde dans le détail les finances des entreprises, j'essaie d'enlever le bruit ambiant et d'identifier des entreprises qui génèrent du cash et qui sont capables de bien utiliser ce cash pour faire grandir leur business et donc pour faire grandir le retour aux actionnaires. Donc une expérience qui vaut ce qu'elle vaut, donc ça veut dire que vous ne devez pas prendre pour argent comptant tout ce que je vais dire dans cette vidéo. C'est une vidéo d'échange pour les investisseurs qui se lancent et qui ont envie de se sentir moins seuls. Alors, bonjour Victor, tu peux m'appeler Willy, j'ai 26 ans, je suis abonné à ta chaîne YouTube et je travaille en tant qu'ambulancier et je touche entre 1600 et 2100 euros par mois. Comme je suis retourné chez mes parents pour réduire mon temps de trajet, je peux mettre entre 1100 et 1600 euros par mois en fonction de ma paye. Alors ça mon pote, ça veut dire que tu vas être millionnaire. Hein. Si à 26 ans, tu as la capacité d'investir déjà, côté c'est vachement bien, donc tu es très bien lancé. Je peux mettre entre 1100 et 1600 euros par mois en fonction de ma paye. J'ai également 5000 euros sur mon compte courant en cas d'imprévu. Je suis en train de mettre en place une chaîne YouTube basée sur du divertissement en tant que side business et je me forme en marketing chez Agency Lab. J'aimerais te soumettre mon portefeuille pour avoir ton avis. Alors pour moi déjà la première chose que je trouve intéressante c'est que c'est une très bonne idée de créer une chaîne YouTube basée sur divertissement. Même une chaîne de divertissement, il faut que tu réfléchisses en termes de comment est-ce que tu vas monétiser ça. Donc sur du divertissement, ça marche bien, tu auras effectivement du revenu YouTube, tu peux imaginer du revenu de l'affiliation, néglige pas le revenu de l'affiliation, mais je pense que c'est bien que quel que soit le domaine, tu vises également au bout d'un moment la compétence, tu vois. Même si dans le divertissement, un critique de film peut au bout d'un moment décider de faire du coaching sur comment on fait pour écrire un bon scénario, pour écrire une narration qui est captivante, quel
quelqu'un qui est critique musicale peut faire des cours de musique. Enfin, tu vois, toujours garder à l'esprit qu'une bonne chaîne YouTube, c'est quand même une chaîne YouTube qui débouche sur des compétences que le public peut développer, parce que derrière, tu peux vendre du service, tu peux vendre de la formation, et c'est extrêmement rentable, beaucoup plus rentable que les autres choses que tu peux faire, et c'est normal que ce soit rentable parce que c'est utile. Alors, tu m'as montré ton portefeuille, et tu fais toi-même l'analyse de ton portefeuille. Donc le portefeuille, on le regarde. Donc Main Street Capital, Microsoft Corporation. Tu vois, Main Street Capital, c'est il faut vraiment que tu te dises est-ce que c'est une entreprise que j'ai envie d'avoir en portefeuille, sachant que j'ai 26 ans. Parce que je sais pas si c'est le plus intelligent d'avoir une entreprise qui verse de hauts dividendes quand on a ton âge. Capital, si tu n'as pas besoin d'utiliser l'argent de ton portefeuille pour financer certaines choses ou pour augmenter ton revenu, peut-être que ton argent serait mieux pour des choses qui sont plus orientées croissance. À 26 ans, tu as vraiment la vie devant toi. Donc MSCI World, Invesco, Nasdaq, très bien. Donc là, il faut qu'on parle d'un truc, parce que là, tu as un doublon qui peut être néfaste au niveau des frais. Je te montrerai ça, et sinon le SP500. Qu'est-ce que tu me dis de ton portefeuille? Diversification correcte entre ETF globaux avec une forte exposition aux US. T'es 100% aux US, hein. T'es presque 100% aux US, parce que l'ETF du monde entier, tu sais, en fait, c'est pas un ETF du monde entier, c'est un ETF des marchés développés, et dans les marchés développés, en général, t'as que des entreprises américaines, plus peut-être un petit truc japonais ici ou là, donc t'es très très concentré aux États-Unis, et c'est pas idiot, hein, c'est normal, vu la performance des États-Unis, ça se tient, mais voilà, gestion passive du portefeuille, il y a les ETF 72%, baisse modérée aujourd'hui, ça, les baisses modérées, c'est pas important, choix futur, augmenter mon exposition au Nasdaq pour augmenter le taux global de croissance du portefeuille, tout en continuant à prendre plus de positions sur le SP500 et le marché global et émergent. Oui, tu pourrais décider de mettre du marché émergent. Tu sais, moi, ce qui me gêne toujours avec le marché émergent, c'est que ça sous-performe, en fait. Regarde, on va se regarder ça. C'est celui-là, il me semble, ça c'est un ETF des marchés émergents. Attends, on va quand même vérifier. Ensuite, on va regarder le benchmark par rapport à un ETF du marché américain. Donc, alors 0,18%, ça va. Pour un ETF marché émergent, c'est quand même pas mal. Il y a assez peu de frais. Quand on regarde la performance, bah ouais, tu vois, Taiwan Semiconductor, Tencent, Samsung, etc. Donc là, c'est vraiment l'ETF des marchés émergents, avec une exposition Chine, Taïwan, Inde. Donc c'est celui-là. C'est pas idiot comme ETF, mais ce qui me gêne toujours, c'est que regarde, si on passe en graphique interactif et qu'on compare la performance de cet ETF avec un ETF du marché américain, souvent on est quand même assez déçu. Je te l'ai mis à 10 ans. En vert, tu as un ETF du SP500. En plus, un ETF du SP500 qui est capitalisant. Il déboîte complètement un ETF capitalisant des marchés émergents. Il y a quand même une grosse sous-performance des marchés émergents. Et moi, je comprends le narratif. Hein, c'est oui, ça va être la fin des USA, ça va être la fin de l'Occident, l'Inde est en pleine croissance, etc. C'est pas sûr. C'est pas sûr que ces entreprises qui ont quand même beaucoup de retard par rapport aux géants américains soient capables de vraiment prendre des parts de marché. Donc je sais pas. Sur une optique très long terme, pourquoi pas, pour avoir un petit peu de vraie diversification. Mais moi, si tu veux, je sais même pas si je mettrais ça dans le portefeuille de mes enfants. Tu vois, si je devais faire un portefeuille pour mes enfants, peut-être que je mettrais 5-10% dans les marchés émergents, mais j'en suis même pas absolument convaincu. J'hésite également à investir des petites quantités de crypto en ETH ou en BTC pour bénéficier d'un effet bull-up. Le Bitcoin, c'est pas idiot, hein. C'est plus un actif qui se trade plutôt qu'on utilise dans une stratégie d'investissement. Quand tu écoutes par exemple quelqu'un comme Asher, qui est le plus gros influenceur crypto, lui ce qu'il va dire, c'est que moi je fais mon DCA, c'est-à-dire j'achète régulièrement quand tout le monde a peur et que le Bitcoin s'est cassé la figure, et puis à partir du moment où ça remonte, j'arrête d'acheter régulièrement et je reprends quand ça s'est cassé la figure. Donc c'est une autre méthode, hein, que la méthode du DCA simple, en fait, qu'on fait en investissant dans des ETF. Mais le fait est que les gens qui achètent du Bitcoin et qui gardent leur Bitcoin sont gagnants, parce que le retour annuel moyen du Bitcoin jusqu'à présent, ça a largement battu les meilleurs indices. Donc c'est pas idiot. Après, moi quand même, le conseil général que je te donnerais, c'est concentre-toi quand même pas mal sur l'augmentation de ton revenu actif, hein. Donc ça vaut la peine de réfléchir à ton projet de chaîne YouTube et de t'assurer que c'est pas du temps de perdu, que c'est rapidement un projet qui te rapporte de l'argent. Bah tu sais, hein, sous cette vidéo tu as tous les liens nécessaires si tu as envie de donner un petit coup de boost à ta stratégie de contenu et à ta chaîne YouTube. Moi j'investirais plus de temps là-dessus que d'investir du temps en me disant tiens, mais si j'investissais là-dedans plutôt que là-dedans, ça permettrait peut-être de faire croître beaucoup plus rapidement mon patrimoine. La vérité c'est qu'on n'en sait pas grand chose. On sait que investir dans des ETF sur le long terme c'est intelligent, et vu que tu as le temps devant toi,
ça vaut la peine d'augmenter ton revenu pour investir toujours plus dans des choses qui historiquement ont eu un bon retour, ça me paraît être une bonne stratégie. Ça vaut la peine peut-être d'avoir une petite partie de ton patrimoine en Bitcoin parce que ça, jusqu'à présent, ça a été un actif assez crédible. Et puis si tu veux consacrer un petit peu de temps parce que l'investissement ça t'intéresse, bah, l'idée c'est de continuer à lire les articles que tu as sur la page Patreon où je commente mes choix d'investissement, où je commente les nouvelles financières, parce que ce qui est important c'est de bien avoir à l'esprit les critères de ce que sont une bonne entreprise. Donc il faut regarder ce que c'est que le free cash flow, il faut regarder ce que c'est que les marges, il faut regarder ce que c'est que le ROE, il faut bien comprendre comment les différentes entreprises que tu as dans ton portefeuille gagnent leur argent, parce que tu vois, Main Street Capital, si je te demandais de m'expliquer dans le détail quel est le business de Main Street Capital, si je te demande tiens mais en fait c'était quoi les derniers résultats de Main Street Capital, peut-être que tu peux pas répondre comme ça sur le coup. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être un petit souci. Regarde, on va regarder ensemble Main Street Capital et puis tu vas me dire si tu trouves que c'est une entreprise qui a une belle perspective d'avenir. Première chose qu'on peut faire juste pour rigoler, on peut mettre ici Main Street Capital et ça te donne une idée de la valeur intrinsèque de l'entreprise. Donc quand tu tapes ici, ils te disent pour nous la valeur intrinsèque c'est 49 $, donc elle est surévaluée de 17%. Quand tu regardes dans les revenus de cette entreprise, on te dit le revenu est en croissance pour le moment mais il y a des perspectives qui sont un petit peu moins bullish pour la suite. C'est une boîte qui a effectivement du revenu mais tu vois là on a l'impression qu'elle va arriver un petit peu à un pic. Le revenu par action, bah, c'est pareil, là on a l'impression, soit ça veut dire qu'il n'y a pas de prédiction, en tout cas ça veut dire qu'il y a du flou. L'entreprise a une dette qui est soutenable au regard de ce qu'elle possède, mais ça par contre ça fait un peu flipper, hein. Ça veut dire que tu as une entreprise qui a un free cash flow négatif, donc c'est quand même pas hyper rassurant. Donc il y a des choses quand même à vérifier, hein. Par exemple Low Altman Z Score, ça c'est un indicateur qui vise à identifier le risque que l'entreprise fasse faillite, et donc plus l'indicateur est bas, plus il y a un risque de faillite élevé. Alors après évidemment hein, c'est simplement un indicateur parmi d'autres, mais tout ça pour dire que Main Street Capital c'est un dossier, il faut le suivre de près. Il faut garder à l'esprit que c'est une petite boîte, que c'est une boîte qui verse beaucoup de dividendes, que là on va rentrer en territoire où l'entreprise paye plus en dividendes qu'elle n'a de revenus, donc ça veut dire qu'elle va puiser dans ses stocks, puis dans ses ressources pour payer un dividende, et donc ça c'est pas quelque chose de très soutenable. Donc si je te dis tout ça, et si plus généralement je vous dis tout ça, c'est pour que vous gardiez à l'esprit que moi demain je pourrais décider de vendre Main Street Capital, ça pourrait partir de mon portefeuille parce que je trouverais que cette boîte devient trop risquée. Et donc c'est également important que chacun d'entre vous, quand vous décidez de faire du stock picking, quand vous décidez de choisir une entreprise particulière, vous suiviez le dossier. Le fait que quelqu'un que vous connaissez ait l'entreprise en portefeuille, c'est pas du tout une raison suffisante pour l'avoir en portefeuille. Et puis la dernière chose que je dirais sur le portefeuille, c'est que cet ETF, c'est pas la meilleure idée de l'avoir en portefeuille. Pourquoi est-ce que je garde cet ETF en portefeuille? Parce que j'ai construit cette position avant de connaître l'existence de cet ETF, qui est le même ETF mais avec moins de frais. Et si j'ai encore ça en portefeuille, c'est parce que c'est pas intéressant de vendre. Parce que quand on vend une grosse ligne, et moi j'ai une grosse ligne là-dessus, on paye une taxe sur les transactions financières et j'ai pas envie. Je préfère garder ça en portefeuille, mais maintenant je construis cette position-là. Mais il faut garder à l'esprit que cet ETF-là a plus de frais que celui-là. Donc celui-là est aujourd'hui plus intéressant. Donc regarde, là tu as l'ETF du monde entier, il a des frais de 0,22%. C'est pas énorme, tu vas pas te ruiner avec ça, mais cet ETF HSBC, il a 0,15, donc il est plus intéressant. C'est le même ETF, hein, tu es investi dans les mêmes positions, c'est le même indice, sauf que là tu auras un surplus de performance parce qu'il y a moins de frais. Donc en conclusion, ce que je peux te dire, c'est que tu as fait le plus dur. Tu as fait le plus dur parce que tu as commencé à investir et en plus tu as commencé à investir assez tôt, donc ça c'est génial, parce que si tu continues ton rythme d'investissement, ça veut dire que tu peux prendre ta retraite quand tu auras 45 ans sans problème, en étant sans doute millionnaire. Si tu continues à investir au rythme de quelque chose comme 1000 € par mois, t'es très bien parti et je te félicite. Et pour le reste, c'est maintenant que tu as fait le plus difficile et que tu as commencé à investir, il est temps, quand tu as une entreprise en portefeuille, de faire tes recherches pour savoir si tu as vraiment envie de l'avoir en portefeuille. Et finalement, je dirais que même si c'est très bien de se former vraiment à l'investissement en lisant du contenu qui te permette de savoir dans quoi tu investis, de savoir quels sont les critères de ce qu'est une bonne entreprise, qui a des chances de battre le marché, c'est super, mais le gros de ton temps, ça doit être consacré à augmenter ton revenu actif. Et bien voilà, chers amis, pour cet épisode. Si vous voulez également qu'on discute de votre portefeuille, ça se passe sur la page Patreon, et quand vous rejoignez la page Patreon, vous accédez à tout un univers de contenu exclusif, des nouvelles que je débriefe pour que vous sachiez, pour que vous puissiez apprendre à comprendre les mouvements des marchés, des vidéos où je vous fais des points sur le portefeuille que je construis, sur mon portefeuille de stock picking, et puis évidemment des vidéos
vidéo où on peut discuter de vos portefeuilles. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.